Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Jeunesse en Action, une émission qui vous est proposée par l'ONG Ouvu et l'ONG Accor. Jeunesse en Action est une émission qui met en lumière les actions de la jeunesse centrafricaine pour la construction de la paix et pour le relèvement de notre pays. Les femmes représentent une large part de la population centrafricaine, un peu plus de 50%. Et dans ces 50%, nous avons aussi des jeunes femmes qui œuvrent pour la construction de la paix. Les femmes, de manière générale, se sont engagées et se sont illustrées dans des actions incroyables en faveur de la paix et de sa consolidation ces dernières années et suite au conflit que nous avons vécu en 2013. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Où en sommes-nous en termes de leadership féminin dans ce relèvement sur lequel nous travaillons tous? Et pour en parler aujourd'hui, je reçois sur le plateau de Jeunesse en Action, Noéla. Bonjour Noéla. Bonjour, Que fais-tu dans la vie et parle-nous de toi. je suis contrôleur pénitentiaire responsable du service de réinsertion production pénitentiaire à la maison d'arrêt de correction pour femmes de Bimbo. Merci beaucoup. Manuela. Moi, c'est Manuela. Je suis assistante administrative à la société Epitech et puis je suis entrepreneuse. Et je suis la présidente de l'association AFET, Association des femmes économistes pour le développement. Merci beaucoup. J'ai Mouna avec moi. Oui, bonjour. Moi, c'est Mouna et je suis élève. Je suis une fille leader dans ma communauté. Et effectivement, parce que la question du leadership féminin ne touche pas seulement les femmes, nous avons sur ce plateau Otniel. Moi, c'est Otniel Sakanako, étudiant en sciences politiques. Je fais partie de l'association Action des sans-voix pour la justice. On travaille sur les cas de VBG, etc., dans le 5e et le 8e arrondissement. Merci infiniment. Merci à tous de nous rejoindre sur ce plateau. Parler du leadership féminin, c'est quelque chose, je pense, qui est réel au sein de nos communautés. Dans notre pays, on en parle énormément. On a de grandes figures qui ont émergé sur le leadership des femmes. On le voit par exemple avec Madame Sama Panza, on voit Madame Darlan, la présidente de la Cour constitutionnelle. Mais la question aujourd'hui, je pense que chacun a son avis dessus et j'aimerais entendre le vôtre. Quel est ton avis, Manuela, par exemple, sur la situation du leadership féminin en République centrafricaine? Bon, mon idée, c'est qu'en République centrafricaine, vu ce qui se passe dans notre pays, dont les femmes sont vraiment abandonnées à leur sort, quoi. Donc j'ai eu l'idée de regrouper toutes les femmes, d'avoir une idée, de créer quelque chose pour aider notre pays. D'accord. Et toi, Noéla, dis-nous. En fait, mon idée en ce qui concerne le leadership en RCA, c'est que les femmes se sont déjà senties vraiment concernées et elles se sont beaucoup engagées par des activités qui ont essayé en fait de permettre à notre pays de pouvoir sortir de certaines situations et aussi par la participation de certaines femmes dans des instances de prise de décision. Exactement. Avant que je ne revienne à la question chez Mouna, j'aimerais poser à toi, Otniel. Tu es un jeune homme. Comment tu perçois aujourd'hui le dynamisme, au fait, ou la dynamique du leadership féminin en République centrafricaine? Le constat est que le leadership féminin, moi, je ne vois pas trop, au fait, parce que j'ai comme l'impression que les femmes en République centrafricaine ne veulent pas vraiment faire des efforts, au fait, ne veulent pas participer. Je ne sais pas si c'est par manque d'information ou manque d'ouverture sur l'extérieur, parce qu'ailleurs, les femmes ont tendance à oser, à être leaders, à créer, à devenir des entrepreneuses, etc. Mais il y a juste, comment on appelle ça, une petite vague qui commence tout récemment. Mais bon, c'est quelque chose à encourager. Et je dis, ça fait du bien de voir une femme leader, au fait, qui entreprend dans sa communauté, etc. C'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Otniel parle d'une petite vague. Tu en penses quoi, Mouna? Après, on va revenir sur la question de la petite vague. Je sais, mesdames. On va revenir sur la question de la petite vague. Tu en penses quoi, Mouna? Bon, quant à moi, la leadership des femmes, les femmes avant, ils n'ont pas la force et la capacité de dire je peux le faire, mais à travers cette information qui sont venues dans notre pays, la République centrafricaine, les femmes ont su des formations et par après, ils se disent oui, je peux et ils font des activités et même de sensibilisation, créent des AGR pour des revenus, pour avoir comment nourrir les enfants, comment la communauté peut marcher avec la paix et la sécurité. Mouna, merci parce que tu as soulevé un point important. Tu as parlé du socle familial. Avant que nous en arrivions au leadership, on va dire, communautaire et autres, je pense que tout commence au niveau de la famille. Oui. Et donc, si tout commence au niveau de la famille, comment aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution dans ou un changement
dans la manière dont les femmes développent leur leadership au sein de leur famille, surtout en lien avec la construction de la paix. Est-ce que vous voyez ce changement-là? Est-ce qu'il y a un recul sur ce point-là? Je donne la parole à Noéla, pardon. Moi, je pourrais dire oui, en partant du thème 50-50, les femmes maintenant au sein de leur foyer, je prendrais par exemple en fait mon cas. Je crois qu'il y a toujours au moins une part des tâches qui est partagée avec son mari et aussi qui permet aussi de bien gérer aussi le foyer afin de pouvoir aussi bien éduquer en fait les enfants aussi dans le foyer. C'est ce que je pourrais dire. Et qu'est-ce que tu en penses, Manuela? Une femme, parce que toi tu es une femme économiste. Qu'est-ce qu'une femme économiste, comment elle porte le leadership au sein de sa famille? Bon, pour moi, en tant qu'une femme économiste, je dois aider mon foyer, quoi. Et ne pas seulement regarder seulement à mon partenaire. Moi aussi, je devais apporter mon soutien au sein de ma famille. Et en craignant, pas seulement que par exemple, moi je travaille, mais au lieu de travailler seulement, je préfère faire des choses, créer quelque chose à côté de mon travail pour avoir peut-être 2 ou 3 sources de revenus pour permettre à ce que mon foyer se tienne. Donc, pas seulement compter sur le mari, le partenaire. Voilà. Et c'est là où je sens une tension. Parce qu'on a finalement effectivement le leadership au sein de nos foyers, mais on a le leadership aussi à l'extérieur. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes leaders que nous voyons arrivent au fait à avoir cet équilibre-là dans la dynamique de leur travail de leadership? Parce que le positionnement qu'elles ont à l'extérieur n'est peut-être pas le même qu'elles ont au sein du foyer. Et je précise, nous parlons de leadership en lien avec la construction de la paix. Vous avez soulevé surtout, vous, l'aspect économique de la chose. Mais revenons à comment une femme leader, parce que vous, par exemple, les femmes qui sont autour de la table, et cher monsieur, toi aussi, vous êtes actifs dans la question de la construction de la paix. Mais comment est-ce que votre leadership se traduit donc au sein de votre foyer sur cette thématique-là? Est-ce qu'il y a une tension entre le travail que vous faites à l'extérieur et le travail que vous faites chez vous? Je vais revenir à Noéla dessus et puis à toi aussi, Mouna. Et tu nous donneras ton avis aussi peut-être sur ce point. En fait, moi, je dirais que tout part sur la base d'un dialogue d'abord. Parce que vous savez, dans les temps anciens, c'est vrai que la femme n'avait pas accès à faire certaines activités, certaines choses. Mais depuis, avec l'essence quand même de l'émancipation de la femme, il y a eu quand même des petites marges qui ont été accordées à la femme. Et c'est comme ça que dans son foyer, elle doit essayer de s'entendre avec son mari et pour pouvoir au moins avoir aussi une voix dans le foyer et participer aussi aux prises de décision en ce qui concerne le bon fonctionnement du foyer. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire. Mouna, tu voulais... Oui, quant à moi, je peux dire la leadership en question, ça commence à la maison. Quand une femme est leader, elle va commencer à la maison par éduquer ses enfants et créer des activités, comment faire pour nourrir son enfant, comment éduquer son mari, parce que la femme, c'est une mère de la société, c'est elle qui dirige tout dans la société, même quand un homme veut faire quelque chose de mal, la femme peut dire non, tu vois, ceci n'est pas bien, il peut arrêter. C'est que c'est aussi un esprit de la leadership. Elle peut le faire et quand à l'extérieur, quand elle fait la leadership bien à l'intérieur, elle peut le faire à l'extérieur dans son lieu de travail, où elle travaille, où elle sensibilise, ou là où elle part à des formations, elle a des notions sur ça, elle peut avoir encore des idées sur la leadership et savoir comment gérer toutes les situations qui arrivent. Qui lui tombent dessus. Oui. Et je vais repartir chez toi, Othniel. La question que je voulais te poser, elle a parlé de 50-50 tout à l'heure. C'est un concept très particulier en République centrafricaine. Mais surtout sur l'aspect économique de la vie et de la famille. Moi, j'aimerais qu'on prenne ce 50-50 et qu'on le ramène au niveau de la construction de la paix. Comment tu perçois en tant que jeune homme, et là on va laisser nos mères de côté, revenir à nous jeunes en tant que jeunes, comment tu perçois et comment tu analyses le leadership des jeunes femmes, ce 50-50 là, au fait dans le milieu de la jeunesse? Est-ce que tu le sens toi en tant que jeune engagé? Oui. Ça, je vais l'avouer. Donc tu disais qu'il y avait un recul, mais... Non, du côté de la construction de la paix, je suis bien d'accord que les femmes ont beaucoup entrepris pour faire des choses, etc.
Mais parce que moi-même, j'ai fait ce constat que les hommes, nous, on a tendance à détruire, au fait, et derrière, c'est les femmes qui réparent. Ah, Là, dis donc. là, c'est vrai. En fait. Ok. Donc, au moins, là, je leur accorde ça. Mais bon, 50-50, si on essaie de déplacer un peu le débat, ça, c'est autre chose, ça va donner autre chose encore. Mais est-ce que ce n'est pas lié, selon vous, à une méconnaissance au fait du concept au fait de 50-50? Parce que la notion d'égalité de genre semble avoir été mal compris, enfin, il y a eu une mauvaise interprétation au sein des communautés, ce qui a créé beaucoup de problèmes aussi dans certaines communautés. Mais vous pensez que, est-ce qu'il y a un autre moyen de sensibiliser les communautés pour qu'ils comprennent mieux l'importance et le contenu au fait de ce concept de 50-50? Qui veut répondre à ça? Bon, moi, je dirais par rapport au thème de 50-50, là, beaucoup plus sur le point intellectuel, c'est normal. Il y a même des femmes qui dépassent même les hommes, c'est normal. Mais beaucoup plus, certaines femmes ne comprennent pas. 50-50, là, elles prennent ça juste pour mettre dans leur foyer. Donc, tout ce que l'homme fait, moi aussi, je dois faire. Normalement, c'est comme ça, mais il y a certaines choses que l'homme fait, la femme ne doit pas faire. Donc, l'idée de 50-50, dans le cadre intellectuel, je vois que ça passe. Et on reprend, je vais revenir vers toi, Mona, mais on reprend en fait cette notion de 50-50, tout ça pour nous amener à la loi sur la parité. Je pense que vous êtes au courant de la loi sur la parité qui a été votée en 2016. Et aujourd'hui, le texte d'application n'a toujours pas été voté. Comment vous vous sentez par rapport à ça, vous? Est-ce que ça vous limite, vous sentez que ça vous limitera dans vos actions et dans vos engagements en faveur de la paix ou du relèvement de la RCA, ou vous pensez qu'on peut continuer à avancer sans le texte d'application? Mona, je te laisse répondre et puis je reviens vers toi. Bon, quant à moi, on ne peut pas laisser. On ne va jamais baisser le bras, soit disant non, on n'a pas la capacité, sinon les hommes nous dominent, on ne peut pas le faire. Non, on ne va pas laisser. On va continuer à le faire. Et cela ne peut pas nous rabaisser, soit disant qu'on n'a pas le droit à ça, on n'a pas le droit à ça. Non, on doit le faire et on a la capacité de le faire. On doit toujours continuer et de faire. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas qui n'envoient pas les enfants à l'école, disent que non, toi, fille, tu vas rester à la maison. Non, c'est le garçon qui part. Ça amène un peu de conflit dans la communauté, c'est là même. Donc, quant à moi, on doit partir à l'école. On part à l'école. Une fille également doit partir à l'école pour avoir les 50-50. Présentement, on sensibilise les personnes pour leur dire non, une fille a le droit de faire ça, a le droit, a le même droit qu'un homme. Et il y a certains moments qui laissent les enfants filles partir à l'école. Et par après, une femme, il y a un moment, Samba Panza, elle est devenue présidente. Elle n'était pas partir à l'école, elle n'allait pas être présidente, n'est-ce pas? Donc, quant à moi, les filles doivent partir à l'école et les mamans doivent laisser les enfants partir à l'école. Comme ça, il y aura l'autre là. Le 50-50 entre l'homme et la femme doit le faire, elle doit partir au devant seulement, en avant c'est devant. Mais je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire, Mona, parce que est-ce que pour toi, le problème se trouve au niveau de nos mères? Parce que tu dis beaucoup, les mamans doivent laisser les enfants aller. Est-ce que c'est qu'il y a un travail à faire pour mobiliser encore plus les mamans pour qu'elles puissent laisser leurs filles, par exemple, avoir accès à l'éducation, développer leur potentiel? Ou bien le problème se trouve au niveau de nos autorités sur le texte de loi? Bon, quant à moi, le problème se trouve au niveau de père, des papas. D'accord. Souvent, c'est les papas qui disent non, elle ne doit pas partir à l'école. Elle a déjà 15 ans, donc elle doit s'arrêter et se marier et elle ne va pas partir à l'école. Cela, c'est au niveau du père, pas l'autorité ni la maman. La maman aime à ce que sa fille parte à l'école, qu'elle ait des connaissances. Souvent, il y a certaines mamans qui laissent leurs enfants partir à l'école quand ils grandissent. C'est eux qui soutiennent leur maman. C'est eux qui font tout de leur maman. Certains hommes ne font pas ce que la fille fait à la maman. Certains garçons, c'est comme ça. Quand la fille prépare, lui aussi, il doit puiser de l'eau. Non, certaines personnes disent non, quand tu prépares, c'est toi qui vas puiser de l'eau, c'est toi qui vas faire ci, tu dois balayer. Et l'homme, non, tu dois sortir jouer, tout ça. Bien sûr que oui, on ne peut pas sortir jouer. On peut sortir jouer, mais on ne nous accepte pas de sortir jouer. Alors l'homme doit faire ce qu'on fait à la maison.
D'accord. Et on doit, oui, on doit sensibiliser nos parents, nos pères d'abord. Le source de ça, c'est nos pères. Quand ils refusent que la fille ne doit pas partir à l'école, il y a certaines mamans qui sont faibles et ils n'ont pas la capacité de dire, comme il a dit, la fille ne doit pas partir à l'école, elle doit se marier et moi-même, je suis obligée de l'accepter. Je vais revenir vers toi, Mouna, sur ce point, parce que je pense que sur le plateau, tu es peut-être la plus jeune. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Bon, voilà. Donc, tu es peut-être la plus jeune. Et c'est assez intéressant. J'aimerais revenir après sur la dynamique de ta génération, parce que nous, on est d'une autre génération. Mais je vais revenir sur les dynamiques de ta génération et comment cette notion de leadership féminin est comprise par tes sœurs, au fait. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais je me tourne vers Manuela. Manuela, comment aujourd'hui, la même question que j'ai posée à Mouna, au fait, quel est selon toi aujourd'hui le blocage au fait qu'on a sur cette question de loi sur la parité, mais surtout, où se trouve ce blocage? Est-ce qu'il est possible de faire plus en tant que femme leader que vous êtes, de faire plus pour que les choses avancent mieux? Oui, bon, moi je dis, le blocage c'est seulement beaucoup au niveau d'en haut là-bas. En haut, c'est qui? Au niveau du gouvernement, je peux dire au niveau du gouvernement, beaucoup plus, ils ne considèrent pas vraiment les femmes. Bon, c'est aussi par rapport à nos comportements, les femmes aussi ne veulent pas beaucoup se donner, quoi. Elles ne veulent pas beaucoup se donner. Elles ont toujours des... Quand tu dis femmes, est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que tu parles des jeunes femmes, de nous, ou bien de nos mères? Nous, y compris en général. De manière générale. D'une manière générale. Je vois, dans notre gouvernement, avant, il n'y avait pas des... Il n'y avait pas de femmes vraiment au sein de notre gouvernement. Mais actuellement, les femmes se battent maintenant pour entrer au niveau du gouvernement. Beaucoup plus les jeunes de notre génération ne veulent pas seulement se donner. Beaucoup plus, elles veulent seulement se limiter à leur diplôme et faire des enfants, tout ça. Mais je vois que le blocage beaucoup plus aussi, c'est au niveau, même au niveau de l'administration, dans nos administrations, beaucoup plus ils considèrent beaucoup plus les hommes, que les hommes sont plus valables par rapport aux femmes. J'entends un oui ici. Vas-y. Tu vas nous dire si les hommes trouvent ils sont plus valables. Oui. Moi, j'ajouterais beaucoup un aspect plus important, c'est que nous, les femmes, nous devons un peu faire plus de preuves. Nous devons un peu faire plus de preuves pour pouvoir aussi démontrer à ces hommes que nous sommes capables. C'est vrai qu'il y a certaines femmes déjà qui essaient de se démarquer. Et en partant de là, je pense que ça pourra aussi faire comprendre au gouvernement que oui, ces femmes qui essaient de se démarquer, ce sont des femmes qu'on peut aussi appuyer et soutenir. Et aussi, je pourrais dire, la sensibilisation doit aussi se faire au niveau des hommes, surtout les maris de ces femmes. Parce que quand j'ai essayé d'écouter les élections, au moment où se déroulaient les élections, surtout les élections législatives, il y avait beaucoup de femmes qui suggéraient ce problème qu'il y avait des fois certaines n'avaient pas été encouragées par leur mari à pouvoir... elles n'avaient pas été appuyées à pouvoir participer à poser une candidature de devenir députée, même si elle avait la volonté, mais elle ne pouvait pas. Si le mari a dit non, elle ne peut pas. Oui. Il y a aussi ce point-là. Donc nous devons aussi beaucoup vraiment sensibiliser les hommes à pouvoir comprendre que la femme a aussi un rôle vraiment important à jouer pour vraiment la reconstruction de notre pays. Merci infiniment, Noëlla. Et je me tourne bien sûr de manière très évidente vers Abdiel. Dis-nous, quel est aujourd'hui, comment tu perçois l'engagement des hommes en faveur au fait du leadership féminin en Centrafrique? En fait, déjà, c'est pas tous les hommes qui veulent vraiment encourager les femmes, en fait. Et pourquoi? Parce que je peux dire que déjà dans leur tête, ils ont cette image un peu conservatrice de la société, en fait. Que la place de la femme, c'est à la maison. Même entre jeunes, dans le milieu de la jeunesse aussi? C'est ça, en fait, c'est ça. Même dans le milieu de la jeunesse? Sérieusement, c'est très difficile de voir un jeune dire que, bon, d'accord, bon, moi, ma copine peut travailler, elle peut faire des efforts, etc. Déjà, je sais pas, bon, il y a peut-être un problème de confiance, il y a un truc et tout, mais bon, voilà quoi, il n'y a pas vraiment, c'est pas tout le monde qui veut vraiment aider les femmes en fait. Et un jeune comme toi qui s'engage déjà énormément, tu travailles beaucoup avec beaucoup de jeunes femmes dans ton organisation, comment tu réponds à est-ce que tu reçois des critiques déjà? Est-ce qu'on te dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces jeunes femmes encore? Est-ce que tu reçois des critiques et comment tu gères ces critiques-là? Et surtout, pourquoi tu travailles avec des jeunes femmes? Non, mais moi, je vois que déjà, je considère certaines d'entre elles comme des petites sœurs, au fait, parce que
c'est l'avenir, on peut dire. Si on les aide, et je suis sûr qu'une femme peut beaucoup plus aider qu'un homme même. Comme l'a dit Mouna, c'est ça? Oui. Et puis en plus, elle est virulente, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc moi, ça ne me dérange aucunement de travailler avec les femmes. Ça ne me dérange pas parce que je sais que oui. En plus, elles sont appliquées. Quand elles veulent faire quelque chose, elles s'appliquent vraiment en fait. Mais, tu as un grand oui autour de la table. C'est normal. Donc voilà. Mais par contre, je peux dire que les hommes, parfois, on est un peu laxistes, un peu feignants, si je peux dire. Mais les femmes, quand une femme décide de travailler, elle travaille vraiment. Elle s'applique dans ce qu'elle veut faire. Eh bien, dis donc, ça fait plaisir à entendre. Mais surtout, moi, ça m'a toujours intéressé de comprendre, en fait, c'est un concept que les Nations Unies ont développé, c'est le lui pour elle, he for she. Et il y a le he for she, donc c'est lui pour elle, c'est comment les hommes, parce qu'on a compris que l'agenda du leadership de la femme, et surtout dans un pays comme le nôtre qui essaie de se relever d'un conflit, c'est pas seulement la question comment dire, c'est pas seulement une question de femmes, parce que tant que ça restera une question de femmes, les choses ne vont pas évoluer, sachant que même au niveau des prises de décision, c'est des hommes qui sont assis là-bas. Et donc, selon vous, comment est-ce qu'on peut développer ou pousser cette dynamique de lui pour elle dans nos communautés, par exemple, Mouna, dans ta communauté, comment tu penses que... Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous poussez, tu vois des hommes émerger ou des jeunes hommes émerger qui poussent l'agenda du leadership féminin? Ou est-ce que tu penses à des moyens qu'on pourrait utiliser pour les aider à soutenir cet agenda? Bon, selon moi, vous savez que quand dans la communauté, un homme, c'est lui qui doit soutenir sa femme. Il doit soutenir sa femme, il doit être toujours là pour sa femme, pour la soutenir, même si c'est comment, il serait là pour elle, dire oui, tu peux le faire, mais fais-le, tu peux le faire, lève-toi, allez, vas-y, va le faire. Il l'encourage comme ça pour avoir la force et la capacité. Souvent, les filles ne trouvent pas une personne qui leur dit non, tu peux le faire, vas-y, qui les encourage. Mais l'homme, quand l'homme il est à côté d'elle, il peut l'encourager, dire non, vas-y, tu vas le faire comme ça. Elle aura la force. Quant à moi, la meilleure capacité pour sensibiliser ces personnes-là, c'est avoir une formation des hommes. D'accord. Avoir une formation des hommes, les former sur ça, soit disant, non, tu dois être toujours là pour ta femme, la soutenir, l'encourager, la consoler et la conseiller toujours du genre. Mais ça, c'est un autre niveau. Je me dis, bon... Par exemple, imaginons que tu n'es pas encore marié. On part du principe que tu n'es pas encore marié. Comment est-ce que tu mobilises un jeune de 16 ans qui, disons, n'est pas marié? Comment si on doit faire un atelier pour le sensibiliser à l'importance de soutenir le leadership féminin, tu lui dirais quoi, toi, dans l'atelier? Bon, quant à moi, je vais le conseiller. Tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire, tu sais, une fille a la capacité de faire certains trucs ou bien des activités qu'elle peut mener. Elle peut le faire, mais il faut la soutenir. Il faut toujours être là. Ne mets jamais l'esprit que non, la fille, elle, non, quand je la marie ou bien quand je suis avec elle, ça va, elle n'a pas de force. Non, je veux lui dire, aie toujours l'idée et la mentalité, toujours la bonne mentalité que la fille a la force et la capacité de faire quelque chose et peut même t'aider. Souvent, quand tu tombes, ou bien ton économie tombe, quand tu lui as laissé partir à l'école, elle va t'aider. Si tu l'encourages, tu la donnes la capacité, tu l'encourages avec des conseils. Tu vois, en fait, tu vas l'emmener par le bras et lui faire comprendre qu'il a un rôle aussi à jouer pour soutenir la compagne avec elle. Et en parlant de soutien, je me tourne vers vous, les filles, surtout. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre l'engagement des femmes amenées au niveau de Bangui et celle de province? Parce que là, par exemple, les idées que Mouna partage avec nous, on se dit, dans un contexte peut-être comme Bangui, ça passerait peut-être. Mais est-ce que vous pensez que ce travail-là peut se faire aussi, sensibiliser les hommes pour favoriser le leadership féminin au niveau de nos provinces, d'expérience? Personnellement, moi, je dirais que c'est encore vraiment un travail. Il y a beaucoup à faire pour surtout les hommes de l'arrière-pays. Parce qu'avec le contexte aussi actuel dans lequel nous vivons de crise, vraiment, il y a beaucoup... ça a empêché en fait beaucoup de choses, de réalisations. Ça a mis un blocage à beaucoup de réalisations qui pouvaient se faire dans, par exemple, les cas de sensibilisation
Et ça fait que les hommes sont encore beaucoup plus traditionnalistes. Mm. Oui, beaucoup plus traditionnalistes. Et donc ça rendrait les choses un peu plus difficiles à ce niveau. Mais on peut faire preuve d'innovation. Hein. Tu t'en penses quoi, Manuela? Pour moi, je dirais qu'à Bangui, si ça passe. Mais surtout dans les arrière-pays, là, il y a trop de choses à faire là-bas. Surtout, il faut sensibiliser les gens. Par exemple, il y a, je crois, 2 ou 3 mois comme ça, on a un séminaire au niveau sur la route de Mbaïki concernant, comment on appelle, les VIH et puis les trucs de puberté, tout ça aux ados de 12 ans. Lorsqu'on sensibilise les gens, on demande à ce que les hommes aussi participent à cette formation. À la formation. Mais il y a certaines choses qu'on dit, il y a des hommes qui se lèvent, non, on ne doit pas dire telle chose comme ça, nous femmes. Si on dit telle chose comme ça, nous femmes... C'était quoi, par exemple? Qu'est-ce qui a été dit et qui a suscité de telles réactions? Bon, par exemple, l'utilisation des préservatifs et puis... c'est un truc tabou, quoi. D'accord. L'utilisation de préservatifs, non, ils ont dit non, carrément ça, là, on ne peut pas. Et puis, on leur dit qu'une femme doit ne pas, comment dirais-je, ne peut pas accepter tout ce que l'homme lui impose. Par exemple, pour faire l'amour, si un homme t'impose à faire l'amour, tu dois aussi le refuser. Ce n'est pas obligatoirement que c'est ton homme qui demande à ce que tu fais l'amour, tu dois accepter. Ils se lèvent, les hommes se lèvent. Non, vous êtes venus ici pour détruire nos femmes. Donc, ce n'est pas bien cette formation. Non, on ne veut pas. Et vous avez réagi comment à ça? Bon, nous, on a essayé même de sensibiliser les hommes. Donc, on a fait une formation, donc on a fini la formation et après on appelle les hommes, même les maîtres, on les appelle pour les expliquer. Non, la femme aussi a besoin de tel, la femme aussi a comment on appelle, à son droit, quoi. Elle peut accepter ou elle ne peut pas accepter. Donc c'est pas forcément qu'on devait, la femme doit obéir seulement à l'ordre d'un homme. Donc il y a trop de choses à faire, surtout au niveau des arrière-pays. Mais c'est intéressant, tu voulais compléter quelque chose ou ça? Non. Mais c'est intéressant parce que là, je vois depuis le début de notre émission, au fait, on voit comment vous avez ramené au fait le concept de leadership féminin, d'abord au niveau des foyers. Mais ensuite, on passe à la dynamique aussi des relations que vous avez avec les hommes de votre communauté et les hommes de manière générale. On a parlé de la loi sur la parité. Et ce qui résonne en moi, c'est qu'on arrive, dans les mots que vous utilisez, on arrive finalement à se dire que la question de la contribution du leadership des femmes sur la construction de la paix, parce que même la dynamique de paix, on ne l'a pas encore touchée, il y a beaucoup de choses qui doivent être prêtes ou sur lesquelles on doit avancer avant de vraiment dire qu'on a une évolution au fait, au niveau du leadership féminin. Et ce que j'aimerais amener là, c'est qu'on a nos mères, on a une dynamique de relation, de génération aussi, qu'il y a dans les relations, dans l'évolution de l'agenda du leadership féminin. Et on a nos mères qui, vraiment, elles ont mené un combat depuis des années, au fait, pour faire valoir ce leadership féminin. Mais on a l'impression que la relève, Mona, bon, tu vas en parler peut-être, mais la relève peine un peu à se dégager. Et on ne voit pas beaucoup de jeunes femmes leaders, ou bien il y en a, mais peut-être au sein des communautés seulement, elles ne sont pas assez mises en valeur. Il y en a des rares, hein. On peut parler de Pamela Desrom, la présidente du Conseil national de la jeunesse. On peut parler de Olive Somsé qui gère une organisation, une entreprise qui travaille avec les jeunes femmes et autres. Mais aujourd'hui, pourquoi cette nouvelle génération, on ne la voit pas? Et pourquoi on ne voit pas beaucoup d'interactions entre les femmes et les jeunes femmes? Je demande un regard d'homme dessus. Mais moi, je dirais qu'il faudrait plus de lumière, en fait, sur ces personnes-là. Mais pourquoi, selon toi, il n'y a pas assez de lumière? Là, franchement, je saurais quoi dire, en fait. Mais je peux dire que c'est juste par manque d'information que la société ne voit pas ça, encore comme ça. Et c'est bien à ce que beaucoup plus de femmes puissent entreprendre. Comme ça, en même temps, ça va même, comment on appelle ça, casser cette idée-là, l'idée des hommes comme quoi une femme ne peut pas vraiment sortir, travailler, etc. Il faudrait beaucoup plus de femmes entrepreneuses. Et comment tu penses que communiquer, le fait de communiquer plus sur ces femmes-là, parce qu'il y en a, hein, au quotidien, dans le travail que nous menons au sein des communautés, au quotidien, on en voit. Est-ce qu'il faut mieux communiquer? Est-ce qu'il faut faire une pub? Qu'est-ce qu'il faut faire, Simona? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse voir plus de jeunes femmes? Et comment tu vois, toi, la relation intergénérationnelle entre nos mères et vous, les jeunes femmes? Bon,
Quant à moi, vous avez demandé quelle activité on doit mener pour savoir si les filles là ou les... Mettre la lumière, par exemple, sur des jeunes filles comme toi. Oui, bon. C'est approcher certaines associations de la communauté. Par exemple, il y a des arrondissements, on doit focaliser ces arrondissements-là. Dans tous les arrondissements, il y a des associations. Des associations des jeunes filles, des associations de femmes leaders, des associations de filles. Peut-être même on peut l'autre là, chercher des filles qui sont victimes du VIH-Sida. On peut les chercher, ce sont des filles, et les mener, soi-disant, non, ils ont l'autre là, une idée de faire quelque chose. On doit aller les focaliser, les chercher dans les leur arrondissements, dans leur communauté. Et les faire venir, par exemple, ici pour qu'elles puissent parler. Non, d'accord, ok. On fait quoi alors? Le fait de les associer et faire la formation pour eux. Les former sur la leadership, sur leurs droits, sur savoir comment ils peuvent gérer leur communauté, comment ils peuvent faire pour amener la paix dans leur pays, dans leur génération, même échanger certaines mauvaises mentalités à travers leurs amis. D'accord, merci. Je vais me tourner vers Manuela, juste pour te poser une question, surtout sur la dynamique intergénérationnelle. Comment tu perçois aujourd'hui cette dynamique intergénérationnelle? Bon, moi, pour le moment, moi, je... Vas-y. Pour le moment, moi, je vois pour ce que nous, les jeunes entrepreneurs, soient associés avec les anciennes, normalement, nous devons aller faire nous-mêmes, parce que nous sommes nouvellement créés. Donc, nous, les jeunes, c'est nous qui devons aller même auprès de nos anciens. Par exemple, dans notre association, on avait créé notre association, personne ne nous connaît, mais lorsqu'on est allé enregistrer au niveau du 5e arrondissement, de la mairie du 5e arrondissement, mais s'il y a des formations, la mairie du 5e arrondissement nous appelle, nous disons l'association des femmes et comme il y a telle formation comme ça pour les femmes, est-ce que vous pouvez participer? Et puis on participe. Donc c'est à nous-mêmes de se donner, de se présenter, parce que eux là-bas, elles ne connaissent pas. Donc c'est à nous-mêmes d'avoir le courage et puis d'aller approcher nos mères. D'accord. Mais la dynamique intergénérationnelle. Moi, je dirais que à base de cette parole qui dit que les forts aident les faibles, en fait. C'est-à-dire les associations des femmes, en fait, qui sont déjà reconnues, elles devront un peu beaucoup plus s'approcher aussi, rentrer dans des communautés, organiser des activités visant un peu à se rapprocher plus précisément de ces femmes, de ces jeunes filles qui sont peut-être, je ne sais pas quoi, qui ne sont pas encouragées, qui n'initient pas, en fait, pour leur montrer un peu l'importance de leur engagement, l'importance, et organiser aussi peut-être des sous-groupes, en fait, des sous-groupes des filles qui peuvent initier des activités, des projets, ainsi de suite. Ça pourra aussi leur donner la capacité, parce qu'il y a certaines, elles ont envie, mais elles ne savent pas comment démarrer, sortir, qui va les pousser. Bon, elles abandonnent et préfèrent continuer une vie juste comme ça, et sans pour autant avancer. Moi, je vous donnerai cet exemple. Moi, par exemple, j'avais eu des idées. Je suis restée, vous savez, ce qui m'a un peu boosté à pouvoir sortir et être, c'est en voyant vos activités, en fait. J'ai dit, bon, vous avez organisé, il y avait, je pense, une rencontre que vous avez organisée dernièrement. J'ai vu ça sur mon projet, j'ai dit, OK, je vais participer à ça. Moi, en fait, je voulais sortir, mais je ne savais pas. J'ai dit, je vais participer à ça. Ça pourra me permettre un peu de pouvoir dire ce que je pense. Ouais. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Et c'est un peu ça. Moi, je dirais qu'il faudrait vraiment que les anciens essayent aussi de se rapprocher des petits pour pouvoir les aider à sortir de cette situation et essayer d'augmenter le nombre des filles et des femmes engagées qui peuvent aussi demain vraiment aider à la relève en fait, de notre pays. Merci infiniment. Je pense qu'on est dans les dernières minutes de notre émission et je tiens à remercier vraiment tous les participants autour de la table, Mouna, Ethniel, Manuela, Noéla,
d'avoir participé à cette émission avec nous. Je pense que ce qu'on a à retenir ensemble de la discussion, c'est ce que, comme tu l'as souligné, Noëlla, de pouvoir continuer à œuvrer pour que les jeunes femmes puissent montrer leur leadership au niveau communautaire, mais aussi au niveau national. Il est important qu'on ait cette dynamique intergénérationnelle, mais aussi qu'on ait des jeunes hommes un peu plus d'ethnie avec nous dans les actions que nous menons, pour montrer au fait que c'est un travail pour tout le monde, au fait, et que tout le monde est engagé sur cette dynamique-là. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, et donc je dis encore merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Jeunesse en Action.